Merci Laurie. Merci pour cette jolie intervention. Donc voilà, nous allons poursuivre avec notre dernière intervenante, Alexandra Gadjar-Aquitaine. Et avec elle, nous allons partir à ta rencontre. À ta rencontre, c'est le titre de son intervention. Donc Alexandra, c'est à toi. Bon, elle est juste à côté de moi. Hein. Du coup, elle est en train de se préparer sur son ordi. Elle se connecte. C'est en cours. Rassurez-vous. Et j'ai bien noté toutes les questions. Voilà, et je vais me faire un devoir de les poser aux différents intervenants. Voilà. Donc, elle est en pleine gestion technique. Mais c'est en cours. Voilà, elle va commencer l'intervention. À tout à l'heure. À ta rencontre. Donc, entrer en communication avec un enfant. Ah, c'est moi qui coupe. Avec un enfant extraordinaire. La mise en place d'une relation de confiance est indispensable. Elle est garante du respect, de l'écoute et de l'empathie. Pour cela, il faut d'abord entrer en contact. Donc, bonjour. L'art d'être vraiment ravie de vous rencontrer. Donc, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont été un peu mal à l'aise parce que je ne me suis pas présentée au départ. Je n'ai pas dit bonjour. C'était volontaire parce qu'on a tendance à croire que le fait d'être présent suffit à nous présenter. Et ce que je voulais aujourd'hui, en fait, c'est partager avec vous le fait... Bon, déjà, du coup, je vais d'abord me présenter. Donc, Alexandra, même si on l'a dit tout à l'heure, je suis ergothérapeute depuis une quinzaine d'années auprès d'un public d'enfants porteurs de polyhandicap. Et je suis aussi art-thérapeute. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, par rapport à mes expériences, c'est mon petit mode d'emploi à moi pour aller à la rencontre des autres et donc des enfants extraordinaires. Je voulais parler du bonjour, ça va. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver à votre travail ou dans un lieu et d'entendre quelqu'un qui vous dit bonjour, ça va, mais il est déjà arrivé au bout du couloir? Et moi, c'est vrai que ça me met toujours très mal à l'aise parce que je me dis, mais est-ce qu'il a vraiment voulu me parler à moi? Est-ce que, voilà, il a dit ça machinalement? Et ce que je voulais, donc, pourquoi j'attire votre attention dessus, c'est que c'est l'importance de notre posture, l'importance du contact visuel, de notre voix, du fait de montrer à l'autre que oui, c'est bien à toi que je m'adresse et oui, c'est bien toi que j'ai envie de rencontrer. Donc voilà, ça met aussi en évidence ces comportements qu'on a, ce bonjour un peu machinal, où on ne regarde pas forcément dans les yeux. Ça met en évidence notre peur parfois de l'autre. Et c'est vrai que l'enfant extraordinaire, on peut avoir des peurs que ça réveille en nous, de ne pas savoir comment faire avec sa différence, avec sa spécificité. Et par rapport à ce fait d'être mal à l'aise, on peut avoir des difficultés on peut choisir d'éviter en fait. Donc, moi, ce que j'ai à mon travail, on a fait avec des petites observations et des petites adaptations. En plus, c'est bien actuel puisqu'on est dans les checks. On n'a plus le droit aux bisous, aux câlins, tout ça. Donc, on a des petits checks un peu sympas, adaptés à chacune de leurs personnalités et qui permettent de commencer la journée dans une certaine joie, tout en permettant de rentrer en contact et d'être vraiment prêt à faire les activités qu'on va proposer selon nos différentes professions. Aller à la rencontre de quelqu'un, c'est aussi accepter qu'il puisse refuser de nous rencontrer ce jour-là, à ce moment-là. Et accepter ça, c'est aussi lui permettre de le retrouver après. Donc, tout ça pour vous dire que ça nous paraît évident, en fait, parfois, que le bonjour amène à la rencontre. Mais voilà, ce petit moment-là pour vous aider à interroger vos évidences et à voir comment ça peut demander une réflexion de rentrer en contact avec quelqu'un. Ce que j'essaie de vous proposer aujourd'hui,
Je sais que vous, parents, par exemple, qui êtes avec votre enfant depuis sa naissance, vous le connaissez. Et ça peut vous paraître logique qu'on puisse, nous aussi, arriver à rentrer en contact avec lui. Ou si vous êtes professionnel, vous avez peut-être une expertise et vous êtes depuis longtemps avec un certain public et vous maîtrisez, et ça peut vous interpeller que d'autres personnes ne sachent pas comment faire. Vous allez, par exemple, nous, ça nous arrive d'aller à l'extérieur et de se rendre compte que ben, pourquoi les gens nous regardent bizarrement, pourquoi ils sont interpellés. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait des choses un peu différentes. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir partager une trame, enfin, mon idée à moi, ma piste à moi de comment on peut aller à la rencontre. Donc pour ça, on a 5 sens pour se découvrir. Bien sûr, dans les 5 sens, je mets donc l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat et la vue. Mais on pourrait aussi rajouter le fait de pouvoir ressentir son corps dans l'espace, le fait de sentir les vibrations, etc. Ça, c'est quelque chose que les enfants extraordinaires que je rencontre aiment beaucoup. Et l'importance, du coup, avec ces 5 sens, c'est de pouvoir interagir avec son environnement. Et pour ça, il faut parfois prévenir, demander l'autorisation de présenter quelque chose ou de se présenter soi-même à l'autre, de choisir le type de contact qu'on va avoir avec lui. Est-ce que ça va être par le toucher? Est-ce que le simple fait de verbaliser va suffire? Est-ce qu'il nous autorise dans notre approche au fur et à mesure à être plus près de lui? Où est-ce qu'on va se placer pour parler, par exemple? Parce que s'il a une spécificité au niveau de son audition, est-ce qu'on se place à gauche ou à droite? Est-ce qu'au niveau des yeux, il faut choisir une position particulière? Donc, pas mal d'idées peuvent se retrouver dans des propositions d'éveil sensoriel. J'ai eu la chance de participer, de mener aussi un atelier avec d'autres professionnels autour d'un aliment qu'on proposait aux enfants, parce que l'alimentation, ça peut être une bonne porte d'entrée, mais de l'explorer sous toutes ses formes sensorielles, donc de le faire rouler, de faire de la peinture avec, de le sentir, de l'écouter, etc. C'est quelque chose qui marche bien et qui permet à l'enfant extraordinaire de trouver, en tout cas, au moins une façon d'aborder l'objet avec quelque chose qui lui correspond. Et puis, ce que je trouve merveilleux, c'est que rencontrer l'autre, c'est aussi se rencontrer soi. Donc, c'est super intéressant d'enrichir ce moment-là, d'aller au bout de tout ça pour aussi en sortir enrichi. Ce n'est pas que l'autre qui reçoit notre accompagnement ou notre bonjour, c'est aussi nous qui recevons plein de choses à ce moment-là. Et donc, en recevant plein de choses, on a des émotions qui naissent. Et pour moi, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler un certain 6e sens. Donc, avec la joie, la peur, la frustration, etc. Et c'est un peu à l'image, par exemple, de ce pictogramme-là ou de cette photo-là. C'est des choses qu'on peut utiliser au quotidien, même avec des enfants. Moi, je rappelle que je suis avec un public d'enfants polyhandicapés, donc avec des capacités parfois très, très, très limitées au niveau moteur ou au niveau cognitif. Et pourtant, on s'est rendu compte, avec des expériences sur plusieurs mois, en présentant les pictogrammes tous les matins pour voir un peu dans quelle émotion ils se sentaient, qu'il y avait vraiment des possibilités de choix dans la mesure de chacun et que ça correspondait dans notre observation vraiment à ce qu'on pouvait voir dans la journée qui se manifestait chez eux. Et puis, l'importance de tout ça et avoir ce support-là, c'est de pouvoir donner l'ambiance, en fait, dans laquelle se trouve l'enfant au moment où on le rencontre. Parce que si je pourrais venir avec mon intention d'accompagner cet enfant sur un geste d'extension de bras ou je ne sais pas, mais s'il est en colère, aucun intérêt de commencer directement par ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir son émotion, d'en faire peut-être même quelque chose dans ce qu'on avait prévu. Du coup, extension de bras, je vais peut-être aller boxer un peu avec lui. Voilà, pour que ça puisse nous ouvrir la porte en fait, de ce qu'on veut proposer derrière. Et du coup, là, on est prêt à aller frapper à sa porte, à la porte de son univers. Donc, quand je crie Tototo, normalement, j'attends en fait une réponse pour qu'il m'invite à rentrer. Et c'est la même chose quand on va à la rencontre de quelqu'un, et en particulier de ses enfants extraordinaires. L'idée, c'est de leur laisser le temps aussi de répondre à notre sollicitation. Déjà de se dire,
OK, Tototo, quelqu'un a frappé. OK, Tototo, il a l'air d'être plutôt sympa. OK, Tototo, ah ouais, ça me plaît bien, je vais bien lui dire qu'il peut venir avec moi. Et OK, comment je lui dis? Ça demande un certain temps pour certains, parce que ça demande de traiter pas mal d'informations et de pouvoir faire un retour à l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu Tototo entrée que l'enfant n'est pas prêt, mais il faut lui laisser le temps de l'exprimer. Donc, le but, c'est de pouvoir chercher une porte d'entrée pour la communication et il n'y a rien de mieux que le jeu. Le jeu, vous me direz, parce qu'on parle d'enfants, mais j'ai envie de dire et de rappeler à tous les enfants qu'on a au fond de nous, adultes, que le jeu pour l'adulte aussi, c'est toujours un support merveilleux de communication. Qu'il faut, du coup, par contre, accepter que le refus puisse être posé, parce que le fait de l'accepter, de l'accueillir, c'est laisser vraiment une chance qu'on puisse réessayer et de ne pas bloquer la relation qu'on est en train de tisser, pardon. Donc, j'ai noté quelques exemples comme ça, un peu anecdotiques, comme un enfant qui voulait absolument pas faire sa prise en charge kiné, mais qui disait qu'il voulait devenir pompier. Alors voilà, on est parti en mode entraînement de pompier, on est rentré dans son univers de pompier qui veut. Du coup, ça rend les exercices de rééducation pas forcément très sympas, beaucoup plus drôles. Moi, j'ai aussi à mettre des attelles, donc des choses un peu contraignantes au niveau du matériel. Et bon, la faire devenir, déjà avoir une attelle qui a des petites princesses et qui devient un donjon dans lequel le prince doit aller délivrer la princesse, ou une protection pour le repas qui devient une cape. Voilà, mettre un peu de créativité dans nos interactions. Et donc, en éclabousser le quotidien. Le quotidien, pour moi, c'est la base de mon travail. Donc, ça correspond au fait de manger, au fait de s'habiller, au fait de se déplacer, d'avoir ses loisirs, de pouvoir y accéder, etc. Et le but, c'est que ces actions qu'on répète plusieurs fois dans la journée et qui peuvent être lourdes pour des parents avec des enfants qui ont des spécificités et qui ont peut-être des difficultés dans certaines actions. On a parlé des praxis tout à l'heure, des praxis gestuelles ou alors des difficultés cognitives. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre un peu plus de joie dans tout ça pour que ça puisse amener vraiment plus de légèreté, qu'on puisse, même si c'est des actions qui sont répétitives jour après jour, qu'on puisse avoir un peu plus de bonheur à les faire. Et en plus, ça sert vraiment à permettre à l'enfant de s'enrichir et d'apprendre, de faire de nouvelles acquisitions et d'avoir un moment de complicité avec son parent. Donc, moi, j'ai pensé au chant qu'on peut se mettre avant le repas. Une chorégraphie, ah oui, moi, j'ai eu la chance d'avoir de super chorégraphies pour faire la douche avec des petites chansons savonnées, 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 voilà, pour du coup avoir les étapes du fait de se doucher. Et j'avais envie de faire juste un petit point plus précis sur imiter les cris. Parce que les cris, par exemple, j'ai eu des moments où les enfants que j'accompagnais étaient en crise. Et on se dit, mais comment on va faire pour les accompagner dans tout ça? Être présent, c'est difficile pour nous. Et moi, j'ai expérimenté plusieurs fois d'imiter leurs cris de façon plus apaisée tout de même. Et du coup, plusieurs fois, en tout cas, on voit que ça peut réussir à les sortir de leur bulle, qui se disent, mais qu'est-ce qui arrive à celle-là? Pourquoi elle m'imite? Est-ce que si je refais, elle va faire pareil? Voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir peut-être un temps de communication beaucoup plus apaisé à mettre en place. Et, dernier lieu, j'insiste sur le fait de prendre son temps. Prendre son temps parce que le temps des enfants qui ont un cerveau extraordinaire n'est pas le nôtre. Surtout en tant que parents, on a envie parfois que les choses se fassent vite. On a plein de choses à gérer. Ils ont des emplois du temps parfois super chargés. Et c'est pour ça que je trouvais important de ritualiser, de mettre un peu plus d'artistique ou de joie ou de jeu dans notre quotidien parce que des fois, on n'a pas le temps de rajouter une séance d'art-thérapie ou une séance de danse. Et donc, d'avoir tout ça déjà au quotidien, c'est déjà pas mal. Et puis, ça nous permet de prendre un temps extraordinaire avec notre enfant. Le but, c'est de vous dire, de vous écouter vous-même, votre enfant,
Mais je répète vous-même aussi, parce que le but, c'est de pouvoir être encore plus à l'écoute, de pouvoir accueillir de façon plus apaisée ce que votre enfant va pouvoir partager ou ce qu'il va vous demander, de vous approprier tout ce qui se passe dans vos quotidiens pour l'approprier à votre enfant, mais aussi à vous-même, pour que chacun de vous soit à l'aise, en fait, avec ce qui est en train de se passer. Et ça vous permettra de vous apprivoiser, de vivre des moments de complicité, j'espère, encore plus forts. Parce que rencontrer un enfant extraordinaire, c'est aussi se donner la chance de rencontrer une part extraordinaire en nous. Donc voilà, je ne vous ai rien appris parce que tout cela vous paraît sûrement évident, mais c'est bien pour ça que c'est essentiel et que je tenais à le rappeler. Donc, je vous remercie de votre attention et puis à tout à l'heure. Alexandra, merci pour cette présentation. Là, nous allons pouvoir entrer dans la partie questions. Donc, Laurie. Oui. Nelly. Oui. Je vous demande de vous reconnecter. Voilà. Donc, j'ai une série de questions aux participants. S'ils ont des questions, c'est le moment. J'en ai noté déjà quelques-unes de questions, mais si vous en avez et que vous avez gardé, n'hésitez pas à les noter. La première question que j'ai eue s'adressait à Nelly et il s'agit de Amo qui posait la question suivante. Comment faire diagnostiquer son enfant pour le HPI? Y a-t-il des professionnels que l'on peut rencontrer directement? Donc ça, c'était sa première question. Donc, je vais te laisser répondre. Et il y a la seconde sous-question, c'est l'hyperactivité. Comment, je suppose, c'est comment on peut faire l'accompagnement. D'accord. Alors, par rapport à la question de... Zélie, moi, je ne t'entends pas. Ah bon? Là, c'est bon? Si, je t'entends. Toujours pas. C'est moi ou c'est moi? J'entends et d'autres... Alors, moi, je l'entends. Non, je t'entends. Je t'entends. Désolée. D'accord. Alors, par rapport à la question diagnostic, il faut... Dans le cadre du haut potentiel et du TDAH, il faut faire un bilan neuropsychologique qui va permettre d'avoir un peu le profil intellectuel de l'enfant et aussi d'aller en profondeur sur les aspects dans le cadre de l'hyperactivité, sur les aspects attentionnels et tout ce qu'on va appeler aussi les fonctions exécutives, comment l'enfant justement arrive à s'empêcher de faire certaines choses automatiques, à s'organiser, à planifier. Donc, en fait, c'est avec le bilan neuropsychologique qu'on aura déjà une première base pour le diagnostic. Et dans le cas du TDAH, on va approfondir avec un neuropédiatre en général qui va poser vraiment le diagnostic de TDAH s'il y a besoin ou pas de mettre en place des choses particulières. Donc, dans le cas du haut potentiel intellectuel, le diagnostic se base essentiellement sur l'évaluation du QI, en fait. Enfin, en tout cas, du profil intellectuel de l'enfant. Et quel type de professionnel réalise ce genre de diagnostic? Alors, le bilan intellectuel, il peut être réalisé par les psychologues et les neuropsychologues. Okay. Il y a voilà. Et dans le cas de TD... Oui? N'importe quel psychologue ou il faut qu'il soit spécialisé? Alors, c'est peut-être mieux qu'il y ait une spécialisation ou en tout cas que ce soit un professionnel qui ait l'habitude de rencontrer beaucoup d'enfants, puisqu'en fait, on va avoir quand même une certaine analyse du profil intellectuel. On ne va pas juste interpréter le score du QI, en fait. L'idée, c'est vraiment de regarder dans les différentes composantes l'intelligence de l'enfant et de bien préciser, parce qu'on va retrouver parfois des profils qui seront tout au même niveau, donc on va dire un profil homogène avec toutes les compétences au même niveau. Et parfois, on va avoir des profils qui ne sont pas homogènes, mais pour autant, l'enfant, il répond quand même à un profil de haut potentiel intellectuel. Donc, il faut avoir une certaine connaissance, en tout cas, du haut potentiel intellectuel pour poser les diagnostics.
Alors, il y a Sarah Nirelep qui ajoute un neuropsychologue qui réalise les tests WISC. Tous les psychologues n'ont pas l'habilitation pour. Alors, il y a des neuropsychologues. En fait, le test WISC, c'est la batterie qui va permettre d'avoir le profil intellectuel de l'enfant. C'est la batterie qui est reconnue. Et ce ne sont pas uniquement les neuropsychologues qui utilisent le WISC. Il y a des psychologues scolaires, des psychologues de l'enfant qui sont habilités aussi à passer ce test-là, à faire passer. Je te remercie. J'aurais d'autres questions pour toi, mais là, on va passer à Laurie. J'ai une question de Gab qui te dit merci pour ces idées. Et elle a mis, ou il a mis, pardon, idée de créer un livre avec l'enfant. Qu'en pensez-vous? Alors, bonsoir Gab. Ben, de rien pour ces idées. Alors, créer un livre avec l'enfant, oui, très bonne idée aussi. Alors, peut-être des petites pistes pour partir sur quelque chose de simple et qui pourrait être par la suite complexifié, peut-être partir sur l'idée d'un imagier. En choisissant des éléments de la maison, des éléments extérieurs qu'on pourra peut-être représenter, dessiner, pourquoi pas prendre en photo aussi, imprimer l'image et puis accompagner de la légende, de l'élément. Voilà. Après, il y a tout un panel de choses. En fait, la seule limite qu'il y a, c'est la créativité, en fait. Comme on le disait, l'aspect justement où le livre permet d'exploiter cette créativité, c'est que la seule limite, en réalité, hormis les difficultés qui peuvent être liées à l'enfant dans la manipulation et dans la réalisation concrète. Mais voilà, toutes les idées sont bonnes et peuvent être aménagées d'une manière ou d'une autre. Ok. J'espère que c'est clair. Merci Laurie. À moi aussi, besoin de plus de précision. Alors, donc je suppose, alors, un mot qui demande si le test peut être réalisé dès l'âge de 4 ans et s'il y a des professionnels à conseiller. Je pense que ça doit être pour le HPI et que ça s'adresse à Nelly. Est-ce qu'on peut faire tester son enfant à 4 ans? Alors, c'est possible. En fait, on a une version pour les tout petits du WISC qui s'appelle la WEPSI et qui permet aussi d'avoir le profil intellectuel de l'enfant. Après, c'est vraiment quand il y a des répercussions ou vraiment une nécessité pour faire un saut de classe, par exemple, ou si vraiment l'enfant on sent qu'il y a un besoin, parce que c'est quand même une situation d'évaluation à 4 ans, les enfants sont encore petits, mais c'est possible. Ok. Merci. Si vous avez besoin de précision, vous avez encore des questions à poser, surtout, vous n'hésitez pas. Nous sommes là encore pour un bon quart d'heure. Sauf si vous n'avez plus du tout de questions. Alors, j'ai une question d'Élodie. Je crois que ça s'adresse à Nelly aussi. Comment soigner la dysgraphie? Quel spécialiste faut-il voir? Alors, donc la dysgraphie, alors dans tous les troubles que j'ai décrits, c'est vrai que ce sont des troubles qui sont un peu, enfin, les personnes grandissent et se développent avec ces troubles-là. Il y a des manières d'adapter, des manières de compenser et d'améliorer en tout cas les qualités graphiques, donc en ergothérapie ou en psychomotricité. Donc, en fait, ce sont des professionnels qui vont accompagner l'enfant pour l'amener à développer des adaptations. Peut-être que ma collègue pourra en parler, mais aussi proposer des outils qui soient plus adaptés pour améliorer le quotidien en fait, de l'enfant. Mais en fait, on ne va pas être sur une démarche où on va insister à tout prix pour que l'enfant forme correctement ses lettres. Une fois qu'il va passer dans certaines classes, on va surtout mettre en place des compensations. Je
pense que je peux passer la parole à Alexandra pour qu'elle complète là-dessus. Mais c'est vrai que dans le cadre de la dysgraphie, pour moi, on va être plus au bout d'un moment sur de la compensation. Remets ton micro, on ne t'entend pas. Ah, oui, Alexandra, qui est juste à côté, je le rappelle, est juste là. Ton micro, il t'entend pas. Je ne voulais pas que ça fasse là, c'est pour ça. Oui, pour compléter un peu ce que tu disais, Nelly, c'est vrai que pour la graphie, on va accompagner forcément dans l'idée de la rééducation, d'essayer de rééduquer le geste, de trouver des astuces pour améliorer et rendre plus fluide. Donc, ça peut être par des exercices pour, peut-être si c'est quelque chose de moteur, si c'est une région motrice qui fait que le geste est difficile, on peut essayer de compenser ça avec des petites aides techniques, par exemple. Mais c'est vrai que l'idée, en tout cas, au fur et à mesure des classes, ce sera de compenser pour ne pas que ce soit une pression supplémentaire, même si on ne va pas arrêter l'écriture, que ce ne soit pas en tout cas l'objectif, si ce n'est pas l'objectif de ce qui est demandé en classe, on ne va pas le mettre en avant, on va compenser avec d'autres outils, notamment l'ordinateur ou une personne qui va prendre les notes, par exemple, pour l'enfant ou le faire à sa place si la compétence qui est demandée, c'est plutôt le raisonnement, par exemple, une réponse à une question. On va éviter de le mettre en difficulté sur ces temps-là. Et sur des temps qui sont vraiment spécifiques à la graphie, là, effectivement, on va être dans un réapprentissage, de voir comment, est-ce que ça peut être une position particulière, de réadapter au niveau enfin, il faudrait déjà avoir une évaluation en fait en ergothérapie de où se situe vraiment le trouble et les origines du trouble et pour pouvoir accompagner de façon adaptée l'enfant qui est concerné en fait. Pouvoir trouver les différentes pistes, les différentes méthodes, toujours en s'adaptant à l'enfant parce que c'est vrai que des fois, selon le moment où on l'accueille, par exemple, en ergo, il aura déjà subi peut-être plus ou moins de frustration pendant son parcours scolaire et peut être en refus total, par exemple, et ça va être beaucoup plus difficile de passer par l'écriture pour réapprendre l'écriture. Donc, il faudra trouver sûrement d'autres façons de faire. Et ce que j'aime bien dire par rapport à l'écriture, c'est souvent global. Donc, partir de la globalité, donc dans le corps, comment on réapprend les lettres, comment on réapprend ou on apprend tout court. Souvent, c'est des difficultés par rapport à la lettre dans l'espace. Donc, comment on met notre corps dans l'espace pour faire cette lettre-là. Donc, partir de la globalité pour revenir de plus en plus vers quelque chose de plus fin. Je ne sais pas si ça complète un peu. Alexandra, merci pour ce retour, mais j'en profite puisque tu avais la parole pour te poser la question suivante. Donc, il y a Gab qui a dit merci à Laurie pour sa réponse et pose la question suivante à Alexandra. Elle commence par dire que l'idée de jouer est intéressante. Est-ce que vous avez des idées concrètes pour faire de l'art de manière à motiver ou intéresser un enfant ? Je coupe mon micro parce que ça va faire la scène. Alors, avant de répondre en concret, j'ai envie de rappeler quand même que l'art, ce n'est pas réservé à une élite, à quelque chose de très rigide, sur il faut faire des magnifiques peintures ou des magnifiques chorégraphies. L'art, il est partout. Dès qu'il y a une intention humaine de faire quelque chose, de modifier quelque chose, ça peut être de l'art. Donc, à partir de là, sentez-vous libre de proposer ou de laisser l'enfant proposer plein de choses. L'impliquer, le motiver, ça va déjà dépendre de ses centres d'intérêt. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de répondre sans connaître l'enfant. Moi, c'est vrai que j'aime vraiment aller à la rencontre pour pouvoir donner des pistes.
parce que chaque enfant a ses centres d'intérêt. Et puis, j'aime bien aussi savoir que je ne vais pas mettre, en proposant tel PIT, je ne vais pas mettre en difficulté celui qui va l'accompagner à le faire. Parce que le but, ce n'est pas de dire, bon, ben lui, ce serait super d'utiliser la danse, mais celui qui va devoir faire la danse avec lui, eh ben, n'aime pas du tout et ça va créer des conflits, en fait, qui sont pas... Donc, c'est de trouver un compromis entre les personnes, en tout cas, qui vont devoir faire l'activité ensemble pour que chacun soit à l'aise. Après, moi, j'ai la chance d'être initiatrice en danse. Donc, c'est une option de l'art, en tout cas, que j'aime beaucoup, tout ce qui est expression corporelle, parce que de toute façon, le corps, il ne ment pas, et de l'utiliser pour exprimer ce qu'on ressent, exprimer une frustration, exprimer envie de créer une pièce de théâtre, envie de créer, d'imiter son parent ou son frère, sa sœur, ou de raconter ce qui s'est passé dans la journée. Je trouve que c'est un bon médiateur, le corps, et la danse en particulier, parce que de toute façon, la musique, ça reste une porte d'entrée très, très, très intéressante pour tout type de cerveau extraordinaire en général. Et que ça crée des émotions de toute façon très riches. Je ne sais pas si je réponds à la question de Gab. S'il y a besoin de précision, c'est avec plaisir. Alors, Léonie. Alors, il y a une question de Geneviève. Alors, qui est la suivante. Mais avant de... Et je pense qu'elle s'adresse à Laurie. Quelle est l'implication réelle du rectorat, du corps enseignant? Il me semble que les AVS manquent. Pourquoi? Alors, bon, Laurie, je te pose la question, mais je pense plus qu'il s'agit d'une remarque de Geneviève, parce que toi, en tant qu'enseignant, tu ne peux pas parler au nom du rectorat. Peut-être te positionner par rapport à toi dans le corps enseignant, pas peut-être, certainement te positionner, et donner ton avis sur les AVS qui manquent, mais en aucun cas ce ne serait une réponse représentative de toute l'éducation nationale. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, je vais répondre en tant que Laurie Jean-Alphonse, enseignante, justement en classe Ulysse, en tout cas dans le dispositif Ulysse. Alors, moi, j'évolue en région parisienne, mais je pense que les difficultés sont à peu près partout les mêmes. Effectivement, le nombre d'AESH, d'AVS manque. Et c'est une réelle problématique pour les enfants, pour les familles qui ont l'envie et qui veulent effectivement, à juste titre, que leur enfant puisse être accompagné dans les meilleures conditions lorsqu'ils vont à l'école. Je pense que néanmoins, toutes les personnes qui sont présentes autour des enfants à l'école, tout le corps enseignant, notamment ceux qui font partie de l'équipe éducative au sein de l'école, sont néanmoins très souvent très impliqués et ont à cœur justement de permettre à ces enfants de pouvoir se sentir bien au sein de l'établissement. Mais on est d'accord qu'il reste encore beaucoup de choses à faire au sein de l'éducation nationale. Voilà. Alors, juste avant de laisser le micro à... Ben voilà, non, je vais laisser le micro à Alexandra pour qu'elle puisse compléter. J'allais juste rajouter qu'au-delà que ce soit le fait que les familles veuillent ou aient envie, c'est un droit. Et c'est important. J'avais la dernière fois une rencontre avec des enseignantes en formation dans la spécialité par rapport au handicap. J'oublie exactement. Mais en tout cas, voilà. Et on avait ce point-là sur vraiment le fait que ce soit un droit et que je pense qu'il faut qu'on puisse le mettre en avant pour que les moyens soient donnés, parce que c'est vraiment une difficulté de voir qu'un enfant qui a envie, qui a le droit d'aller à l'école, ne puisse pas, pour des raisons de manque d'accompagnement. Il y a déjà suffisamment de complexité dans son parcours pour qu'on puisse rajouter ça. Donc, c'est vrai qu'il y a de quoi
s'insurger face à ça. C'est un problème qui revient très souvent. Moi, je ne vois même pas. Par rapport aux enfants que j'accompagne, c'est souvent une difficulté pour l'accompagnement. Pour les familles, oui, bien sûr, bien sûr. Des difficultés pour identifier clairement, je ne sais pas si on m'entend, ouais, des difficultés pour les familles de savoir vers qui se tourner pour que les difficultés de leur enfant peuvent être reconnues aussi parfois. Et puis arriver à l'école, comme tu le disais, les difficultés afin que leurs droits puissent être tout simplement appliqués. Je pense que là, vraiment, maintenir une communication aussi avec le corps enseignant pourra permettre aussi parfois de dégager certaines pistes et certaines actions qui peuvent être mises en œuvre, dont les parents n'ont pas toujours connaissance aussi, parce qu'il y a un grand manque d'informations aussi. Et c'est aussi pour ça que cette conférence est vraiment intéressante. C'est que voilà, peut-être leur donner des éléments, des informations vers qui se tourner pour pouvoir, c'est triste à dire, mais avoir presque gain de cause, quoi. Ok. Alors, Geneviève a posé une question, mais je suppose que c'était dans la continuité et que cette question s'adresse à Laurie, mais je ne suis pas sûre. Donc, la question était globalement plus de petits garçons ou de petites filles dans la classe, je pense. Bon. En fait, dans la classe, et je pense que de façon générale, peut-être que chacun peut répondre. Nelly, dans le profil des enfants que tu accompagnes, c'est plus de petits garçons, plus de filles, et toi, Alexandra? Moi, dans ma classe, au sein de mon dispositif, plus de petits garçons, mais je ne suis pas certaine que ce soit représentatif. Peut-être que mes collègues pourront donner des précisions. Moi, je dirais aussi un peu plus de garçons, mais sans que ce soit très, très net. Après, en fonction des différents troubles, c'est vrai qu'on retrouve, par exemple, dans le cadre de l'autisme, on va retrouver beaucoup plus statistiquement de garçons que de filles, sauf que maintenant, on se rend compte que les filles sont sous-diagnostiquées, en fait, parce qu'elles ont plus de capacité d'adaptation, elles arrivent mieux à se camoufler par rapport aux garçons. Donc, c'est vrai que dans la pratique, il y aura quand même plus de petits garçons et de plus en plus de petites filles, je dirais. Du coup, je coupe mon micro pour pouvoir laisser la parole. Avec le micro, oui. De manière globale, moi, sur les 15 années là où je suis, je dirais que c'était plutôt des filles au départ, enfin une majorité de filles, mais là, ça tend à s'équilibrer. Et en t'écoutant, Nelly, je me disais qu'effectivement, ça pouvait jouer pas mal le regard de la société sur ce que une fille peut faire et un garçon peut faire. Le fait que l'autisme soit peut-être plus facilement perceptible chez un garçon, c'est peut-être aussi parce que les filles, on leur laisse plus de facilité à exprimer leurs émotions de façon totale. Peut-être, enfin, voilà, c'est une piste de réflexion et que sur les difficultés peut-être scolaires, ça va peut-être nous interpeller plus vite qu'une fille n'y arrive pas parce qu'elle est censée être plus à l'aise en lecture, plus à l'aise, voilà. Peut-être que ça peut jouer, que ça a joué en tout cas les années passées et que ça tend à se normaliser, je dirais, à présent. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Oui, pour moi, il y a quand même aussi une part des représentations, puisque souvent chez les filles, en fait, les diagnostics vont arriver très tard, parce qu'avant ça, elles auront eu des diagnostics de bipolarité, de troubles de l'humeur, etc. Parce que réagir comme ça pour une fille, c'est tout de suite plus lié à de l'hystérie. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça joue.
Merci. Il y a une question pour Nelly. Après rééducation, la dyslexie, dysorthographie peut-elle être compensée un jour? Ou bien est-ce que les troubles d'apprentissage seront-ils toujours présents en étant adulte? Alors, du coup, dans les troubles des apprentissages et tous les troubles que j'ai présentés sont des troubles neurodéveloppementaux. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment le cerveau qui s'est développé différemment. Donc, malgré la rééducation, il y aura moyen de compenser. Les personnes peuvent atteindre un niveau quasi équivalent à la moyenne. Ils peuvent très bien développer tout type de compétences, exercer des métiers de leur choix. Mais c'est vrai qu'on va quand même garder des bases de fonctionnement qui seront rattachées aux troubles. Mais en fait, après, comme dans tous les domaines, on va dire, nous, sachant les difficultés qu'on a, on va développer des stratégies d'adaptation. On ne va pas forcément se mettre en position d'être en difficulté parce qu'on sait qu'on aura du mal à, par exemple, lire ou apprendre une langue étrangère, etc. Et au fur et à mesure, l'enfant développe des compétences d'adaptation et il arrive à compenser. Sauf que oui, il va rester dyslexique toute sa vie. Il va rester dysorthographique toute sa vie, sauf qu'au fur et à mesure, il pourra trouver des compensations par le biais de la rééducation, par ses propres moyens aussi, pour compenser. Alors, du coup, j'ai loupé une question. Alors, c'est Gina D. Je pense qu'elle s'adresse, elle s'adresse à Nelly. Il semblerait que mes 2 enfants soient à haut potentiel, suivis par une psychologue depuis le décès de leur père il y a 1 an. Ma fille de 3 ans a tendance à faire de grosses colères et est très sensible à la frustration. Comment apaiser les tensions, notamment entre elle et son frère de 6 ans? Donc, 2 enfants HPI et comment apaiser les tensions entre eux? Alors, la question, c'est vrai qu'elle est large. Après, c'est vrai que ça reste quand même propre à chacun. Après, parce que là, il y a un contexte aussi particulier. Ce sont des enfants qui sont jeunes. Il y a la gestion émotionnelle qui peut être effectivement très compliquée dans le cadre d'un HPI, et d'autant que là, s'il y a eu un contexte familial assez difficile, il y a ce côté où les enfants HPI, comme je le disais tout à l'heure, ils vont comprendre, ils vont chercher à comprendre et à mettre des mots sur des événements, notamment tout ce qui aura trait à la mort. C'est quelque chose qui les questionne beaucoup, où ils vont vraiment avoir besoin d'avoir des vrais éléments. Malheureusement, on ne peut pas les apaiser avec les discours qu'on va tenir à notre enfant, où on va dire qu'il est parti dans le ciel, etc. Ils auront vraiment besoin d'avoir des éléments plus concrets, sauf que, à côté de ça, émotionnellement, parfois, ça peut être très difficile à encaisser, à supporter, à vivre, à intégrer en fait émotionnellement. Donc, ça crée toujours ce côté un peu dissonant où ils vont vouloir savoir, mais en sachant, ça va forcément les rendre tristes, peut-être même plus tristes que notre enfant de leur âge. Ils n'auront pas forcément les mêmes moyens de les exprimer. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et après, pour ce qui est des tensions entre le frère et la sœur, c'est vrai que dans les relations avec les autres, les enfants HPI peuvent avoir aussi beaucoup de difficultés parce qu'ils ont du mal à bien identifier les relations, à trouver de l'intérêt à avoir des relations avec les autres. Donc, dans le cadre de la fratrie, et dans tous les cas, c'est bien aussi que les enfants se connaissent mieux eux-mêmes pour pouvoir après aussi mieux être avec l'autre. C'est aussi important de pouvoir les aider tous les deux à identifier qu'est-ce que ça peut leur apporter, qu'est-ce que ça leur apporte d'être frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter en plus dans leur relation qui pourra la rendre agréable. Vraiment mettre des mots aussi, même sur ces conflits-là, pourquoi il y a des conflits avec le frère ou la sœur, qu'est-ce qui gêne, et essayer de réfléchir ensemble sur ce qui pose problème dans la relation. Après, c'est vraiment des pistes comme ça
de but en blanc, on va dire, sachant que ça va, voilà, il faut vraiment aussi prendre, il y a déjà le suivi qui est en place, mais c'est une situation qui me semble quand même assez globalement complexe. Ok. Nelly, du coup, j'ai encore une question pour toi, de Geneviève. Un enfant surdoué, comment le garder au max dans son monde d'enfant? Est-ce souhaitable, par exemple, de le voir intégrer la fac à 13 ans? Quel est le compromis pour ne pas, entre guillemets, le brûler? Donc, comment ne pas trop le mettre en showcase? Alors là, c'est pareil, ça va être vraiment aussi au cas par cas. Puisqu'en fait, il y a des enfants que j'ai pu recevoir ou que j'ai eu en bilan qui avaient un haut potentiel et clairement, il fallait qu'ils puissent, par exemple, sauter une classe parce qu'ils s'ennuyaient fermement en classe ou alors des enfants qui ont un très haut potentiel mais qui émotionnellement ne pourront pas suivre, on va dire, s'ils doivent changer de classe. C'est très compliqué en général parce que souvent les parents ont cette demande-là en premier lieu. Est-ce qu'il faut qu'ils sautent une classe? Comment on doit réagir? Qu'est-ce qu'on doit changer, etc. Et là, pareil, ça va être vraiment au cas par cas, selon la maturité de l'enfant, selon comment lui, il appréhende aussi le changement. Est-ce qu'il a déjà des amis dans sa classe? Comment il vit ses relations avec les autres enfants? Pour ce qui est de l'intégration de la fac à 13 ans, c'est vrai que c'est… En fait, le fait de sauter des classes, ça peut être très bien, ça peut être un tremplin pour l'enfant, ça peut lui procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et après, malheureusement, parfois, c'est mal vécu, mais je dirais là, c'est plus encore une question d'institution. Puisque l'enfant au potentiel, quand il a l'étiquette de haut potentiel, il va arriver dans une classe, il va sauter une classe et parfois, il n'y a pas forcément le travail qui est fait au niveau pédagogique pour lui permettre d'être différent parce qu'en fait, ça reste des enfants qui sont différents, qui fonctionnent différemment et qui vont, parce qu'ils ont effectivement plus de capacités sur le plan intellectuel, mais il reste des enfants qui sont dans une classe avec des plus grands. Il y a tout un manquement, je trouve parfois, au niveau de l'adaptation pédagogique. On va le faire systématiquement pour un enfant qui aura des difficultés scolaires, enfin, entre guillemets, même pas vraiment systématiquement, mais plus facilement, tandis que pour un enfant au potentiel, en fait, on va le laisser aller en classe et puis sans forcément mettre derrière ce qu'il faut. Donc, il faut être très vigilant à ce niveau-là, pour que ça puisse se passer de la manière la plus harmonieuse possible pour l'enfant. Okay. Merci Nelly. Je vais prendre encore… Alors, Géna D répond à Nelly. Il dit merci pour la réponse. Effectivement, la situation est complexe. J'ai du mal à percevoir si le comportement de ma fille est lié à son HPI ou au deuil. Le plus souvent, les conflits viennent du fait que mon fils de 6 ans a tendance à être très envahissant, alors que la petite aime faire des choses par elle-même. Voilà. Si tu souhaites réagir ou pas. Non, effectivement, c'est vrai que c'est difficile de faire un peu la distinction. Et donc là, il y a aussi clairement, au-delà du côté HPI, leur personnalité qui semble venir augmenter les conflits. Gab dit merci à toutes pour vos interventions. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais demander à chacune de conclure et si besoin de parler de son actualité, si possible de là où on peut les retrouver si besoin, si jamais. Et si tout va bien, Christelle Clamant, la fondatrice et responsable de Roots Éditions, va réagir. Voilà. Donc, qui souhaite commencer? Bon, pas Alexandra, parce qu'il faudra que je coupe mon micro, donc je vais te laisser le mot de la fin. Il faut que je te laisse le mot de la fin.
Donc, Nelly, Laurie. Je peux commencer. Je peux commencer. Écoutez, déjà, merci à tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps aussi de poser les questions en espérant qu'on ait pu y répondre. Tout simplement. Voilà, c'était un plaisir pour moi de participer à cette conférence et puis j'espère vous retrouver très prochainement sur d'autres conférences Roots Éditions. Voilà. Merci. Et je continue. Alors, pareillement, c'était vraiment une très belle expérience. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation, pour les questions. J'espère qu'on a pu apporter quand même quelques éléments de réponse. Alors, concernant mon actualité, en fait, c'est vrai que j'ai, par rapport au petit personnage que je vous ai présenté, que j'ai dessiné moi-même, en fait, l'idée avec celui qui représente le trouble du spectre autistique, qui est fortement inspiré d'un des jeunes que j'accompagne depuis presque 8 ans. Maintenant, en fait, j'ai créé un ouvrage pour enfants qui va donc paraître aux éditions Roots Éditions et qui a pour but justement de mettre en scène un petit peu le trouble du spectre autistique à travers ce personnage, dans un monde un peu sur cette fameuse planète un peu imaginaire qui crée des cerveaux extraordinaires et qui va, au fur et à mesure de ses aventures, apprendre à mieux se connaître, à savoir quelles sont ses particularités. Et il sera accompagné par un personnage, Lily Ron, qui lui permettra d'avoir un peu des astuces pour mieux intégrer le monde des ordinaires. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt. Merci Nelly et on a hâte de le voir sortir cet ouvrage et de découvrir ce petit personnage et ses aventures. Et là, je vais couper mon micro pour qu'Alexandra puisse s'exprimer. Eh bien, déjà, merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps d'être avec nous cet après-midi ou ce soir, selon là où vous vous situez. Merci à toutes les intervenantes et toutes celles qui ont fait que ça puisse être possible aujourd'hui, que ce ne sera qu'une première. J'avais envie de reparler du support du livre et de dire à quel point c'était un bel outil. Parce que moi, je nous entends des fois les parents dire ah, pourquoi il veut relire encore le même livre ce soir? On l'a déjà lu hier, avant-hier et avant-avant-hier. Mais pourtant, chaque fois qu'on relit un livre, surtout les livres pour enfants, c'est un univers différent qui peut être offert à chacune des lectures. Et j'avais vraiment envie de le redire parce que c'est tout un théâtre qui peut se jouer. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à cette partie-là et demain à une autre. Et les enfants qu'on a la chance de côtoyer, les enfants extraordinaires dont on a parlé aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont très inspirants. Moi aussi, je suis en train d'essayer de compiler tout ça dans un petit ouvrage que j'aurais envie de partager. Donc, j'espère à venir et j'aurai la chance, j'espère, de pouvoir lire celui de Nelly et peut-être de Laurie bientôt. Mon actualité à part ça, je dis oui. Je dis oui à toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi pour libérer, mettre à jour, offrir de nouvelles choses à tous nos cerveaux, aussi extraordinaires soient-ils. Voilà, donc j'espère que chacun d'entre nous fera sa part et qu'on aura plein de choses à partager au cours des prochaines conférences. Voilà. Alors, on arrive à établir. Allô? M'entendez-vous? Oui. Alors, ce que moi je voulais dire avant de passer la parole à Christelle Clamant, il y a eu beaucoup de félicitations. Merci à vous, mesdames. Bravo pour cette belle initiative qui a renouvelé. Comme vous avez pu le voir, il y avait vraiment énormément de choses à dire et nous n'avons fait qu'aborder une toute petite partie de plusieurs angles. Donc, cette conférence autour des enfants différents
c'est le premier d'une longue série. Donc, Roots Éditions ne fera pas que des conférences autour des enfants différents, mais il y a tellement à dire sur ce sujet-là que nous avons décidé de refaire dans quelques mois des enfants différents modes d'emploi 2, où on aura certaines fois les mêmes intervenants qui aborderont les choses sous d'autres angles, où on aura aussi de nouveaux intervenants pour apporter un autre regard sur la différence. Merci Geneviève, qui dit bravissimo à vous, surtout derrière des masques de vos rencontres avec les enfants. Voilà, on vous dit merci, mesdames, pour cette belle initiative. Ben, on nous dit, parce que oui, je fais partie de cette aventure-là. Et je vais laisser le mot de la fin à Christelle Clamant. Le mot de la fin. Alors, merci à vous tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés. C'était un bon moment pour moi aussi. Merci, mesdames, Laurie, Nelly, Alexandra. Vous avez fait des présentations extraordinaires. Je trouve ça magnifique. J'en ai appris beaucoup, moi aussi, d'ailleurs. Mais surtout, merci, Charlize. On a dit merci à tout le monde, mais Charlize, tout le travail que tu as accompli pour que ce soit possible, que ce soit réalisable, et que ce soit là, et qu'on soit là aujourd'hui ensemble, je te dirai jamais assez merci. Voilà, donc les actualités de chacune, on a pu les entendre. Ce serait bien de connaître vos réseaux, peut-être éventuellement pour vous suivre, je ne sais pas. L'actualité de Roots Éditions, déjà avec Nelly, avec le livre qui arrive, qui est en cours, qui est dans les cartons et qui est en train de sortir effectivement. Des livres comme celui de Charlize qui est en train d'être réimprimé, Le chemin de Jailly, ce magnifique ouvrage, cahier d'activités qui invite l'enfant à se découvrir lui-même et à partager avec sa famille et aller à l'encontre de tous ceux qui ont fait qu'il est là aujourd'hui. Et puis Moon Pays, ce petit livre de Marc Ernest qui met en avant des personnalités antillaises, Guadeloupe, Martinique, Haïti, avec ses descriptions en français et en créole de chaque pays. Voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux de Roots Éditions, Instagram, Facebook, et surtout laissez-nous vos commentaires, vos impressions, vos remarques sur la conférence d'aujourd'hui. Il y en aura d'autres, évidemment, grâce à vous, grâce à Charlize. Et voilà, donc merci à vous tous et toutes. Merci pour ce premier événement et je te relaisse la parole, Charlize, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, bien. Alors, j'avais dit que je te laissais le mot de la fin, mais Barbie nous a mis un petit mot. Donc, dans l'idée, je tenais à préciser que malgré que le fait que mon enfant ne soit pas un enfant extraordinaire, vos suggestions, vos idées et vos modes d'emploi me serviront pour l'éducation, action de mon petit bonhomme. Alors, ce à quoi Alexandra a réagi avant moi. L'idée est justement, Barbie, de dire que tous les enfants sont extraordinaires. Ils sont tous spécifiques. Donc, notre petit bonhomme est extraordinaire. Il a son propre fonctionnement et effectivement, tous ces conseils, ceux donnés par Nelly, ceux donnés par Alexandra, ceux donnés par Laurie, s'adapteront, vous saurez vous les approprier, ces conseils, et pour aider votre petit bonhomme à grandir et bien grandir. Donc voilà. Bon, cette fois-ci, on va conclure pour de vrai. Je vous dis merci encore à tous et je vous dis à bientôt. La prochaine conférence de Roots Éditions, on parlera différemment des menstruations. Donc, pour tous ceux qui ont des filles et des garçons, puisque c'est bien que les petits bonhommes soient informés aussi du sujet. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.